Monsieur Oscar Moubiaï, bonjour. Bonjour, monsieur Tchekfita. Vous êtes avocat au barreau de Lille, n'est-ce pas? Oui, je vous confirme. Et vous suivez bien sûr l'actualité congolaise, surtout en ce qui est du droit. Tout à fait d'accord avec vous. Et il y a quelque temps, le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo est passé par Paris. Et avant ça, il était passé par Bruxelles. Il y a eu des images qui ont circulé où, d'abord à Bruxelles, une femme avait été agressée par des manifestants anti-Tshisekedi. Mais à Paris, ça a été un peu plus loin. Il y a eu des gens qui ont été molestés. Vous, en tant qu'homme de droit, que dites-vous par rapport à ces images-là? Mais comme homme de droit, je condamne toute violence d'où qu'elle vienne. Et comme Congolais, je considère que ça ne donne pas bonne image à notre pays. Et enfin, comme avocat de certaines victimes de ces actes inadmissibles de violence et surtout de xénophobie, je ne peux que condamner cela. Donc je suis consulté et constitué avocat par Madame Luendou, qui est la victime des actes de xénophobie lors du passage du président de la République ici en Belgique, à Bruxelles précisément, et aussi par certaines victimes de même acte lors du passage du président à Paris. Il y a une plainte qui a été déposée ici à Bruxelles devant monsieur le procureur du roi, et également une plainte à Paris devant monsieur le procureur de la République. Et si la plainte aboutissait, ça aurait quel effet? Comme tout acte infractionnel qui est répréhensible, la sanction d'une infraction, parce que nous sommes dans les cas pénal, infractionnel, et là, il faut ouvrir tout de suite la parenthèse pour envoyer un signal très fort à l'égard de jeunes gens qui sont emportés dans les mouvements, voilà, on va dire entre parenthèses, combattants. Peut-être on pourra y revenir parce que il faudra aujourd'hui comprendre ce que c'est les combattants. Parce que tout acte de violence, on se limite à dire ce sont les combattants. Alors, il faut envoyer un signal clair et net pour dire que les gens qui s'adonnent à des types d'actes risquent premièrement leur liberté, parce que comme toute infraction, ça peut conduire à la prison. Ils risquent leur séjour européen, puisque vous le savez, si l'on n'est pas belge ou français et qu'on est retrouvé dans pareil type d'agissement, eh bien, ça constitue trouble à l'ordre public, et au nom de trouble à l'ordre public, pour protéger la société de fauteurs de troubles, peuvent se voir retirer leur titre de séjour et donc expulsés ou alors éloignés du pays d'accueil. Maître Moubiaï, le mouvement des combattants a commencé vers les années 2004. Du temps du 1+4, à partir de Bruxelles, il a migré vers Londres, où il s'est amplifié, et puis il est revenu sur le continent. Et à cette époque-là, tous ceux qui étaient du système 1+4 étaient pratiquement pourchassés, avec ce qu'on appelait le phénomène Lumbe-Lumbe. Et donc, ça s'est fait. Pourquoi maintenant ceux qui sont contre le système de Tshisekedi, à eux, on devrait leur interdire de faire la même chose? Bon, le problème, ce n'est pas ceux qui sont contre le système de l'un ou de l'autre. La question ou le phénomène combattant a eu tout son sens par rapport aux revendications du mouvement des combattants. Et le mouvement des combattants ne peut pas être regardé de manière isolée par rapport à la revendication de tout un peuple congolais hier. Hier par rapport au régime Kabila. Donc c'est pour ça que j'appelle ça hier, depuis l'arrivée de M. Tshisekedi
l'on considère Kabila, c'est du passé. Et donc, aujourd'hui, l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, au moins, il n'y a plus à considérer que les mouvements des combattants trouvent le même revendication, trouvent le même sens. Alors, pour être beaucoup plus précis et clair, tous les peuples congolais du pays ou à l'extérieur revendiquaient le changement. Voilà les mots d'ordre, le changement. L'on considérait que M. Kabila bloquait ce changement, ce processus démocratique. Et par rapport à cela, il fallait, par tous les moyens, pacifiques ou violents, aboutir à amener à M. Kabila de pouvoir entendre la voix du peuple congolais et partir. Voilà comment on peut considérer les mouvements des combattants. Maître, je vais vous couper là. Ça, c'est une interprétation politique. Non, ce n'est pas une interprétation politique. Moi, je voudrais une interprétation du point de vue du droit. Il n'y a rien eu contre les combattants qui agressaient les kabylistes. Pourquoi devrait-il y avoir quelque chose contre les actuels combattants qui agressent les tshisekédistes du point de vue du droit? D'abord, du point de vue du droit, la violence ne s'explique pas. Donc, quand vous me posez la question du point de vue des droits, les droits ne légitiment pas la violence. Maintenant, est-ce que le mouvement des combattants pouvait s'expliquer dans un cadre d'une revendication politique et revêtir, on va dire, le statut ou la couleur politique des revendications? Parce que vous savez qu'à un moment donné, l'on considère que tous les moyens deviennent bons pour un peuple qui est, on va dire, maltraité, qui est colonisé, qui est esclavagisé. Et donc, à un moment donné, l'on a considéré que le régime de M. Kabila portait atteinte à des libertés fondamentales à partir du moment que M. Kabila refusait d'aller vers l'alternance politique. Et que donc, les combattants, c'était un moyen ou une branche violente par rapport aux Congolais qui sont restés au pays, qui n'avaient pas le même moyen de s'exprimer par violence. Et là, les combattants pouvaient voir leur mouvement légitimé par rapport à l'objectif poursuivi, qui est l'objectif de la démocratisation du pays. Et j'en suis moi-même fier parce que j'étais avocat de combattants. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a eu l'alternance, il y a eu les élections, il y a à s'interroger quel est encore les mobiles de ces actes de barbarie que l'on trouve encore avec une recrudescence, et si on n'y fait pas garde, qui risque de reprendre ici et polluer les climats dans les rues de l'Europe. Je vais reprendre la question sous une autre forme. Du temps de Kabila, des gens n'ont pas été inquiétés du point de vue de la justice? Ou étaient-ils inquiétés, ceux qui agressaient les kabylistes? Alors, il faut qu'on soit clair. Oui. Les gens n'ont pas été inquiétés, dites-vous, mais pour que les gens soient inquiétés, il faut que les victimes portent plainte. Si maintenant, du temps de Kabila, les gens de Kabila n'avaient pas porté plainte, c'est tout simplement parce que ces gens-là étaient des agresseurs et se savaient agresseurs et qu'ils n'étaient pas légitimés à pouvoir venir porter plainte. Mais toutefois, je peux vous indiquer que par rapport au pays d'accueil, la France, la Belgique, où nous sommes, eux ne légitiment en aucun cas la violence, d'où qu'elle vienne, quel qu'en soit l'objectif. Autrement dit, si à l'époque, ils avaient porté, ceux qui auraient pu porter plainte auraient été dans leurs droits. Oui, pour avoir été agressés. Bien évidemment, ils auraient été dans leurs droits et la défense aurait peut-être que nous avons un mobile
politique. Comme quand vous voyez les écologistes entrer dans les champs, faucher le maïs. Voilà. Donc on pouvait considérer que nous agissons de cette manière-là parce que dans notre pays, nous voulons la démocratie. C'est pour ça que je dis que du temps de Kabila, et c'est pour ça, moi, personnellement, comme avocat, j'ai porté ma robe pour défendre les combattants. Mais aujourd'hui, je pense que je n'hésiterai pas d'emporter pour être contre les combattants qui dérapent. Maintenant, par rapport au pays d'accueil, et ça vous a peut-être échappé, Monsieur Miko Bipacheli, qui est l'un des grands combattants aussi connus et reconnus, avait fait l'objet d'une garde à vue où j'étais l'assisté par avoir agressé Monsieur Kalev. Donc, pendant le temps de Kabila, les combattants ont risqué de leur liberté au nom du changement au pays. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas arrêtés ou poursuivis. J'ai défendu, quand il y a eu annulation du concert de fameux, le jeune homme, comment on l'appelle encore, Watanabe, héritier, à Olympia, il y a eu des arrestations, il y a eu des condamnations pénales devant le tribunal correctionnel de Paris, où j'ai assisté 3 combattants qui étaient placés en garde à vue, envoyés déférés en comparution immédiate, condamnés avec sursis. Je les ai défendus. Sauf que, bon, peut-être on n'en parle pas trop, ou peut-être... Oui, c'est l'occasion d'en parler, oui, c'est bien d'en parler. Parce donc, que les gens doivent savoir. Même du temps de Kabila, il y a eu des arrestations, il y a des gens qui ont risqué de leur liberté. La vraie question aujourd'hui, à mon avis, paraît quelle est la place des combattants après la victoire, parce que quand vous avez un combat politique et que vous arrivez à la victoire, parce qu'aujourd'hui, la victoire de Tshisekedi, c'est la victoire de tout un peuple. Il y a ceux qui ont combattu en interne et il y a ceux qui ont combattu à l'extérieur. Alors, la diaspora, quelle est vraiment dans le partage du gâteau la part de la diaspora? À ce moment-là, ça peut entraîner une certaine frustration pour les gens qui se sont vus arrêtés, privés de leur liberté, risquer de leur liberté pour le changement, et le changement arrive et ils sont mis de côté. Ça peut entraîner une frustration compréhensible. Mais pour ceux qui, aujourd'hui, déchirent les drapeaux, ramènent les drapeaux d'un père et qui continuent à agresser le paisible citoyen avec des mots xénophobes comme taliban, ceux-là, je suis au regret que nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir pour pouvoir le faire comprendre le chemin de la loi. Oui, alors soyons plus clairs sur ce point-là. Parlons des images qu'il y a eu à Paris. Les messieurs qui ont été agressés, s'ils portent plainte, quelle pourrait être la suite? Non, ils ont déjà porté plainte, je vous dis. Ok. Donc, il y a eu une plainte qui a été déposée le même jour. Les victimes ont été entendues. À ce stade, l'enquête est au niveau d'identifier les agresseurs et ils seront effectivement identifiés. Je vous indique être avocat de victimes pour ceux qui ont été tabassés à Paris. Je vous indique être également avocat de ceux qui ont été tabassés à Bruxelles, à l'instar de Madame Lwendou, qui a été entendue par la police, dont l'affaire est devant le procureur du roi. Et toute personne de loin ou de près qui est impliquée dans ces actes d'abord de violence et ensuite de xénophobie, parce que Madame Lwendou a été frappée, non pas parce qu'elle est pro-tshisekidiste, mais elle a été frappée parce qu'elle est Louba. Et les Louba, on les appelle les talibans. Là, on atteint une étape beaucoup plus grave et supérieure qui est la xénophobie, ce qui n'est pas trop différent de ce qu'on déplore en Afrique du Sud. Et donc, les gens ne doivent pas croire qu'en Europe, ils vont se protéger derrière la démocratie et la liberté qui existent effectivement en Europe pour échapper à ces actes-là. Nous allons les poursuivre et je vous indique être avocat des victimes. Bien, merci Maître Moubiaï pour ces éclaircissements. Et durant longtemps, beaucoup de gens, en venant en Europe, ils disaient craindre pour leur vie et facilement, ils venaient s'exprimer dans les mouvements des combattants. Il y a effectivement beaucoup de gens qui étaient au pays, qui dès qu'ils arrivaient, on les a vus assez régulièrement
dans les mouvements des combattants avant que Kabila ne tombe. Et aujourd'hui, imaginez un Congolais qui quitte le pays, qui arrive en Europe, il dit tiens, je vais rejoindre les combattants. Si il devait se prévaloir du statut de réfugié, d'après vous, selon votre expérience, comment cela pourrait-il se passer? Non, je vais vous indiquer tout de suite que ça ne prospère plus, parce que quand on demande l'asile, le service d'asile, enfin les services qui reçoivent les étrangers demandeurs d'asile pour le statut de réfugié, en France, que je maîtrise beaucoup plus, on parle de l'OFRA, et au niveau de recours, on parle de la Cour nationale d'asile. Et ces services-là ont des renseignements précis, clairs sur tous les pays où il n'y a pas le respect de liberté. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un vent qui a tourné, qu'il y a le changement et qu'il y a ouverture démocratique au pays. Et je pense que, et d'ailleurs, ça revient souvent, la question que vous venez de poser, quand nous défendons les gens devant l'OFRA, ou l'OFRA c'est l'Office de protection des réfugiés, hein, donc apatrides en France, ou à la Cour nationale d'asile, comme ici aussi en Belgique, quand on défend les étrangers, la question revient et dit mais vous craignez encore quoi? Parce que celui qui est au pouvoir maintenant, c'est le leader de l'opposition d'hier, et donc le changement que vous réclamiez, disent le service d'asile, le changement que vous réclamez est arrivé. Donc, ce n'est plus un argument qui puisse prospérer pour venir dire qu'on est combattant, ça ne tient plus. En revanche, il faut tout de suite indiquer, parce qu'il y a eu l'amalgame à un moment donné, une mauvaise interprétation que l'on a laissé passer sur certaines chaînes de vos collègues pour faire entendre que, avec l'arrivée de M. Tshisekedi, on va refouler les Congolais vers leur pays. Non, quand on a acquis le statut de réfugié, quel que soit le changement dans son pays, on ne peut pas voir son statut retiré. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, quand on a demandé l'asile, l'asile est examiné au moment de la demande. Si vous avez demandé l'asile avant l'arrivée du pouvoir, au pouvoir de Tshisekedi, on va examiner les violences que vous avez subies en votre pays d'origine au jour du départ et non pas au jour de l'arrivée. Et donc, l'arrivée au pouvoir de Tshisekedi n'a aucune incidence sur l'examen de demande qui était en cours ou antérieur à l'arrivée du pouvoir de Tshisekedi. Mais maintenant, depuis l'arrivée de Tshisekedi, il paraît très difficile de venir soutenir qu'on a été victime d'intolérance parce que Tshisekedi a amené l'ouverture que l'on attendait tous démocratique. Alors une chose, et j'en ai fini par là, il faut que l'on s'interroge, est-ce qu'il faudra que le pays aille vers la démocratie ou alors il va falloir que le pays n'aille pas vers la démocratie pour que les gens bénéficient de leur statut de réfugié. Alors il y a un paradoxe que l'on nourrit. Tantôt on réclame la démocratie, en même temps on dit qu'il n'y ait pas de démocratie pour que nous ayons les papiers en Europe. Non, il y a plusieurs autres critères pour obtenir les papiers en Europe que toujours dire qu'on a été victime de l'ANR, ainsi de suite. Il y a beaucoup de pays qui ont pu connaître l'évolution démocratique. Les pays maghrébins, par exemple, ils ne viennent pas demander l'asile. Beaucoup d'autres ne demandent pas l'asile, mais ils demandent leur titre de séjour sur base d'autres différents critères que de dire tout le temps qu'on a été victime de l'ANR, ainsi de suite. Voilà. Bon, ma toute dernière question par rapport à cette situation, c'est donc la diffusion sur Internet des propos xénophobes, des images d'agression par rapport à la loi. Est-ce qu'on a déjà légiféré là-dessus ou pas? Non, je crois que le législateur congolais est trop en retard. Au Congo d'abord et ici ensuite. Non, ici le législateur est à la page d'actualité et suit, parce que vous savez, on ne peut pas avoir la paix sans justice.
et la justice suit la société. Si la justice devient en déphasage avec la société, s'installe l'insécurité. Donc, la société étant dynamique va vite au Congo et que ne suit les systèmes judiciaires. Malheureusement, nos parlementaires passent leur temps pour parler de choses qui ne me paraissent pas utiles pour l'intérêt de la société, au lieu d'apporter des réformes, comme dans le domaine de justice, pour légiférer et afin d'assurer la sécurité du pays, donc la sécurité juridique. Donc voilà, et au plan pénal, je prends un petit exemple sur un phénomène, à mon avis, qui intéresse beaucoup plus les Congolais et les Congolaises, mais qui y est moralement choquant, mais malheureusement non punissable pénalement. C'est le cas de ce fameux jeune homme qui aime bien faire parler de lui-même. J'ai déjà parlé de lui quand on avait annulé son concert. J'étais avocat, donc je vous ai dit, de combattants quand on a annulé ce concert-là. Et là, je souligne que j'étais avocat de tout combattant confondu, hein, quelle que soit la tendance. Et c'est pour ça que je vais œuvrer à pouvoir les appeler l'un, chacun, un par un, pour que finalement on essaye de pouvoir avoir des revendications politiques qui vaillent la peine que rester dans la rue avec des actes de barbarie. Et donc, ce jeune homme-là a fait diffuser une image où il est dans une situation compromise, parce que les jeunes gens peuvent suivre notre émission. Il ne faudra pas que je puisse utiliser le mot choquant. Donc, et là, qu'est-ce que l'on peut en dire? C'est que moralement, ça choquait tout le monde, mais pénalement, est-ce que c'est punissable? Donc, un acte peut être moralement choquant, mais pas pénalement punissable. Donc, le législateur n'a pas jusque-là adapté le système législatif pour punir pareil acte. Et il est en retard. Mais en Europe, l'évolution est très rapide et les actes comme ça sont répréhensibles. Les gens ont compris qu'il y avait même une mauvaise qualification. On a dit attentat à la pudeur, mais ça c'est autre chose. Si il y a des images, il y a atteinte, il y a l'infraction que l'on appelle atteinte à la vie privée. Et donc, cela est punissable. Par contre, pour les injures dans les réseaux sociaux, vous savez, là, au moins le législateur a évolué au niveau du Congo. Bon, on peut considérer que c'est des injures ou des diffamations, c'est quels que soient les supports. Soit directement, soit à travers tout moyen. Si vous injuriez les gens, ça est punissable et vous pouvez être poursuivi. Ce qui est bizarre ou choquant au Congo, vous avez même les députés qui peuvent se permettre d'avoir des propos choquants, injurieux dans les réseaux sociaux. Mais il faudra que les législateurs congolais arrivent à se saisir de l'évolution du phénomène réseaux sociaux pour pouvoir avoir une réponse adaptée à ce phénomène afin d'assurer la vie privée des gens, la protection de la vie privée des gens, leur honneur, leur dignité, et aussi pour assurer des bonnes mœurs dans la société. Merci beaucoup, Maître Moubiaï. Pour la toute dernière question, je dis toujours dernière question, alors qu'il y a toujours une qui vient. Et si vous devrez conclure notre entretien, quel avenir pour le mouvement des combattants? Écoutez, les combattants dont j'étais en tout cas avocat, pour les avoir assistés et accompagnés, je peux considérer que c'était les soldats du peuple pour le changement. Et ils étaient en guerre. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, l'on considère la guerre est terminée. Et comme à la fin de toute guerre, il y a quoi? Il y a la démobilisation des troupes, leur insertion, et c'est ça la vraie question et qu'il faut aborder. Je regrette, il me semble qu'on aurait supprimé le ministère des Congolais de l'étranger. Je pense que les autorités congolaises doivent suivre votre émission pour que finalement il y ait une réponse concernant la diaspora congolaise par rapport à leur insertion, non seulement les combattants, mais le président de la République en parle. Il faut que vous reveniez pour construire le pays. Mais à ce moment-là, il va falloir qu'il y ait une cellule qui permet de encadrer ces mouvements de retour, sinon ça sera un mouvement de frustrés qui vont revenir sur l'Europe pour dire continuer à injurier M. Tshisekedi alors qu'il faut l'accompagner. Voilà, donc la diaspora est une force, comme plusieurs diasporas, et que de ce point de vue-là, j'en appelle aux autorités congolaises
de non seulement continuer à dire que la diaspora est une force, mais aussi de mettre une politique d'insertion de cette diaspora, donc y compris les combattants. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaye, pour ces éclaircissements qui, nous pensons, pourront donc éclairer la lanterne de la plupart de nos compatriotes qui vivent ici, et surtout parce qu'il y a eu une alternance, il y a eu un changement. Est-ce qu'on devrait rester dans le même schéma? Oui ou non? Je pense que ceux qui suivront cette émission auront de quoi donc réfléchir et adopter leur attitude et position en conséquence. Si vous me permettez, oui, je vous en prie. Si vous me permettez, surtout, je les appelle à un dialogue et au débat constructif pour envisager quel est l'avenir des combattants dans le contexte actuel du changement au pays, parce qu'il ne faut pas qu'ils puissent rester à l'écart et alors que le train a pris réellement la marche. Merci beaucoup, Maître Moubiaye, pour cet entretien. Et Madame, Messieurs, nous vous remercions aussi de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine occasion. Dès que nous aurons la possibilité de le faire, nous ne manquerons pas d'inviter notre avocat pour parler davantage de l'état des droits, parce que c'est quand même énorme. S'il y a des gens qui font l'université pour étudier les droits, à fortiori nous, le citoyen lambda, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'émissions de vulgarisation pour que on comprenne les tenants et les aboutissants de la chose. Encore une fois, merci et bonsoir chez vous.